Bien, merci beaucoup pour les questions. Je vais pas répondre à toutes les questions, hein, parce qu'il y aura des frustrations. Et je voudrais placer une série de choses que je trouve importantes à dire en complément de l'introduction de Rémi. Mais partir évidemment de la question, est-ce que cette crise est seulement une perspective pour les capitalistes on peut dire, d'appliquer une fois de plus et de manière encore plus massive une politique du choc pour remporter des victoires contre le travail et qu'ils n'ont pas encore totalement remporté. Est-ce que c'est aussi pour les révolutionnaires une possibilité? Ben, évidemment, c'est une possibilité. Les révolutionnaires doivent se saisir absolument de cette crise. Et surtout pas se dire, bon, les gouvernements gèrent plutôt mal la crise, mais enfin, on s'en sort quand même, et se dire que les grandes batailles viendront après. Non, dans le traitement de cette crise multidimensionnelle du capitalisme, qu'il faut absolument faire avancer la perspective de rupture. Plus que jamais. Plus qu'il y a 15 ans, plus qu'il y a 20 ans, plus qu'il y a 30 ans, il y a dans une partie très large ou de plus en plus large de la population une ouverture d'esprit vers des solutions très radicales. Alors, très radicales, ça peut être à l'extrême droite ou à l'extrême gauche. Et si la gauche radicale n'est pas capable d'avancer de manière offensive ses propositions de rupture et ses propositions radicales, effectivement, on risque de le payer très cher au niveau du camp des opprimés. Et on peut dire de la vie sur cette planète aussi, puisque on est dans une crise multidimensionnelle, on l'a dit et redit. C'est clair que la marchandisation totale du vivant et la dégradation des services de santé et les interrelations frénétiques au niveau du commerce font qu'on a une crise sanitaire de très grande ampleur qui vient se greffer à une crise écologique absolument à des proportions dramatiques, et une crise économique qui n'avait pas été résolue, celle non seulement de 2008, on pourrait parler de celle de 2001 aux États-Unis aussi, sans oublier une crise de la gouvernance, une crise de légitimité des institutions. C'est quand même absolument impressionnant à répétition, si on analyse les campagnes électorales, les enjeux autour des institutions, à quel point il y a une délégitimation et à quel point ça permet à des Trump ou des Boris Johnson ou d'autres de se faire élire en surfant sur le dégoût à l'égard de la politique traditionnelle et des institutions. Donc on a vraiment une crise multidimensionnelle du système capitaliste global, et il est absolument fondamental que les révolutionnaires réussissent à produire une proposition programmatique qui soit reprise, qui trouve un écho réellement dans une partie de plus en plus importante de la population, et une proposition programmatique qui aille de pair avec une politique d'alliance, de recomposition du camp populaire pour disputer le pouvoir à la classe, aux classes capitalistes et à leurs institutions. Donc oui, c'est une occasion extrêmement importante qui nous est offerte, et de la manière dont on sera capable de se hausser au niveau des solutions à apporter et de le faire de manière offensive
beaucoup de choses en dépendront. Bon. Notre propre avenir, le propre sens de ce qu'on fait et le propre avenir de la société. Alors, comment on explique, il y avait une question sur comment on explique la différence entre la réponse apportée par les gouvernements bourgeois à la crise de 2008-2009 et à celle-ci. Je pense que, oui, dans celle-ci, les gouvernements, les classes dominantes se sont rendus compte que le système était réellement en situation potentielle, immédiate, au bord de l'abîme, du collapse. Et donc, ils se sont rendus compte, ils ont pris conscience qu'il ne suffirait pas de recourir aux petites mesures de 2008-2009, qui avaient été déjà très coûteuses pour le peuple. Je veux dire, les sauvetages bancaires, bon, en France, c'est pas le pays où il y a eu les sauvetages bancaires les plus coûteux, mais dans le reste de l'Europe, les sauvetages bancaires ont été extrêmement coûteux et ont impliqué une augmentation de la dette publique dans un pays comme l'Espagne. Elle est passée de quelque chose de 40% du PIB en 2005 à 100% du PIB en 2012-2013 après les sauvetages bancaires. Dans mon pays, en Belgique, on était retombé à une dette publique de 85% du produit intérieur brut et on est repassé à 100% après les sauvetages bancaires. Bon. Mais ça avait été des sauvetages bancaires certes importants, mais qui n'avaient pas été combinés à des politiques massives de sauvetage général. Or, on était où on est, si vous voulez, mais je veux dire, il y a 3-4 mois, on était au bord du dépôt de bilan pour une quantité absolument énorme d'entreprises s'il n'y avait pas eu cette décision de supprimer les verrous en termes de déficit public et de faire exploser massivement la dette publique pour sauver le système. Et le sauver aussi, Rémi en a parlé, donc l'intervention de l'État dans le chômage partiel, qui est extrêmement importante. Et tu as dit pour les États-Unis, il n'y a pas ce type d'aide, mais aux États-Unis, c'était énorme. Hein, c'est-à-dire $600 par semaine pour les personnes en chômage. $600 par semaine. C'est-à-dire qu'une partie importante de la classe ouvrière aux États-Unis a gagné plus avec les solutions apportées par le programme bipartisan républicain-démocrate, a eu un revenu supplémentaire par rapport à la situation normale. Une situation extraordinaire, qui fait penser à certains qu'on est dans un retour vers vers un keynésianisme, ou un néo-keynésianisme, et je vais dire ce que j'en pense là-dessus. Mais donc, effectivement, une intervention absolument massive pour que le circuit de la consommation, le circuit du remboursement des dettes, le circuit de fonctionnement minimal de l'économie et d'une possibilité de reprise soit effectivement garanti par une intervention extrêmement forte des États. Alors je pense que ce n'est pas le retour au keynésianisme, parce que le keynésianisme, c'est pas simplement une politique de déficit. Je pense que le keynésianisme, il a aussi une définition politique liée à un contexte de rapport de force entre classes sociales. Et lorsque Roosevelt aux États-Unis, à partir de 1933, où toute une série de gouvernements européens, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, ont appliqué les politiques dites keynésiennes, c'était dans un tout autre rapport de force entre capital et le travail qu'aujourd'hui. Et les interventions qui ont été faites
ont amélioré les conditions de travail, les conditions ou les possibilités d'organisation des travailleurs dans le mouvement syndical. C'était évident aux États-Unis, c'était fait partie des mesures prises par Roosevelt, en plein moment d'une vague de grève avec occupation d'usines qu'on n'a plus vues depuis aux États-Unis. Mais General Motors et Ford étaient occupés par les travailleurs. Il y avait une dynamique, même à certains endroits, Minneapolis, d'auto-organisation, de conseils ouvriers, etc. Et quand il y a eu le plein emploi aux États-Unis avec l'entrée des États-Unis en guerre, la classe ouvrière américaine a renforcé ses positions. Il a fallu le macartisme dans les années 50 pour commencer à contrecarrer une partie des concessions qui avaient été faites. Et puis le néolibéralisme pour déréguler, là c'est compris sous les démocrates avec Clinton, une déréglementation très importante du système financier. Bon. Et ce contexte de rapport avec un mouvement ouvrier qui est puissant, et à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, avec un mouvement ouvrier et une gauche qui était en partie armée, parce qu'elle s'était dotée des armes dans la résistance contre le nazisme, et demandait des changements radicaux, le keynésianisme est une combinaison d'interventions fortes de l'État avec des concessions importantes au mouvement ouvrier pour un pacte social. Dans le contexte présent, la bourgeoisie et ses gouvernements ont un objectif, c'est pousser plus loin le bouchon de l'offensive du capital contre le travail. Pas la moindre concession ne sera prévue à l'égard du camp du travail, sauf s'il réussit à s'organiser et déstabiliser les gouvernements bourgeois dans une perspective d'émancipation. Mais s'il n'y a pas cette capacité de combat, si elle ne se matérialise pas, il est clair qu'il n'y a absolument aucune intention de prendre des mesures qui constitueraient des concessions. Et donc, le keynésianisme, pour moi, ce n'est pas simplement des politiques économiques, des recettes économiques, c'est un contexte politique qui n'est pas reproductible immédiatement aujourd'hui, vu les rapports de classe entre le grand capital et la classe ouvrière. Un point qu'on n'a pas abordé ici, c'est, or on est dans un pays membre de l'Union européenne et de la zone euro, c'est la question de l'Union européenne. Quand même, aux yeux d'une très grande partie de la population, on a une démonstration supplémentaire de ce que c'est l'Union européenne. Alors, de nouveau, ce n'est pas la population française qui en souffre le plus, c'est les populations de l'Espagne, de l'Italie, qui se rendent compte que dans une situation dramatique, l'Union européenne n'est absolument pas là pour les aider. Il n'y a pas une équipe médicale, il n'y a pas un stock de masques pour venir en aide à des États et des populations qui étaient dans une situation tout à fait dramatique. Et là, les gens ne se sont pas vraiment rendus compte parce que la propagande de la presse dominante ne permet pas de se rendre compte de ça, mais les premières mesures de la Banque Centrale Européenne, de plan d'aide, etc., c'est les économies dominantes de la zone euro qui ont ramassé les entreprises de ces économies, qui ont ramassé le gros morceau des aides. Et avec le nouveau plan qui a été présenté, celui de la Cour du 21 juillet, comme on a parlé du moment hamiltonien pour l'Europe, bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais comme vraiment le tout grand changement, parce qu'on en serait arrivé à une sorte de mutualisation des dettes, et donc à enfin une forme de solidarité des États sur le plan financier, qu'il
faut surtout retenir, c'est le fait que les montants sont très faibles. Il y aura 380, 360, 380 milliards qui seront redistribués sous différentes formes de transferts, mais au détriment d'une série de dépenses dans le budget européen et 360 milliards à répartir entre 27 pays membres sur 4 ans ou 5 ans. Faites le calcul, c'est vraiment pas grand-chose. Et à la condition, on l'a bien vu, pour l'Italie ou pour l'Espagne, de répondre à des critères qui seront audités et déterminés par une série d'États, notamment les dits frugaux, donc le gouvernement hollandais, le gouvernement finlandais, autrichien, l'Allemagne qui viendra pour contrôler aussi, et pour que, et ça a à voir avec ce que j'ai dit avant, pour que les réformes structurelles, notamment du côté du travail et de retraite, soient poussées plus loin dans les pays qui feraient appel au pot commun. Donc le mécanisme de solidarité, dite de solidarité dans l'Union européenne, sera une machine de plus de destruction d'une série d'acquis sociaux dans les années qui viennent pour les pays de la périphérie européenne et pour les autres, parce que bien sûr, comme on augmentera la compétition entre les différents États, y compris pour les États, pour les économies dominantes, il y aura la pression sur dire il faut rester compétitif et donc faire des efforts de manière extrêmement importante. Et donc, l'Union européenne, qui montre encore un peu plus sa nature, qui produit encore plus de dégoût qu'avant. En Italie, il y avait déjà un rejet profond, ça n'a fait qu'augmenter, et en Espagne également, et certainement que ça va s'amplifier. Donc, pour les révolutionnaires, avoir une orientation correcte sur l'Union européenne va être aussi extrêmement importante. Et du côté des révolutionnaires, il n'y a pas suffisamment de clarté là-dessus. Il faut être prêt à, pour moi, défendre la lutte contre l'Union européenne, la désintégration de l'Union européenne, la nécessité de refonder une Europe des peuples, mais de dire qu'il faut détruire les structures actuelles et que tout gouvernement, toute force qui prétend aller au gouvernement doit s'engager absolument à désobéir aux traités européens dans lesquels on va immédiatement les encercler, les mettre sous pression pour le peu d'engagement qu'ils auraient pris pour ne pas les respecter. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on voit bien, on discutait hier de la gauche européenne, on voit bien que Podemos au gouvernement et les PC espagnols au gouvernement, avec Podemos, donc Unidos Podemos qui sont au gouvernement, pour justifier leur choix d'être au gouvernement, se félicitent de l'accord européen au lieu de le dénoncer. Alors que la tâche des révolutionnaires est de dénoncer très très clairement cet accord européen. Bon, la question des dettes publiques et des dettes privées qu'il ne faut pas oublier. Donc il va y avoir une explosion des dettes publiques partout, dans le monde entier. L'Europe, y compris la Grande-Bretagne, qui ne sera plus membre de l'Union européenne, va voir, les différents pays vont voir leur dette publique exploser. Il faut, comme révolutionnaire, construire une argumentation face aux réformistes qui vont avoir, ou aux sociolibéraux qui vont dire écoutez, quand même, on a fait de la dette et on a fait sauter les déficits, donc c'est positif. Donc c'est un certain retour vers le keynésianisme, justement. Donc on ne va pas commencer, vont-ils dire, à remettre en cause la légitimité de cette dette. Et nous, il faut la remettre en cause. Il faut dire
que la partie la plus importante de l'augmentation de la dette publique sert les intérêts du grand capital et va servir très vite comme machine de guerre pour justifier de nouvelles mesures structurelles d'austérité. Et donc il faut la contester. Bon, Rémi dit annulation de toutes les dettes publiques, ça c'est un débat qu'on a entre révolutionnaires, et pour moi il faudrait avancer là-dessus. Les militants révolutionnaires qui pensent qu'il suffit de dire annulation de toutes les dettes publiques et que l'idée qu'il faut un processus d'audit à participation citoyenne où il s'agit de gagner la conscience de la majorité du secteur des opprimés à l'idée qu'il faut annuler les dettes, et la majeure partie des dettes, se dire que cette bataille-là, il n'y a pas besoin de la mener parce que les gens sont convaincus, mène pour moi à l'échec. Je l'ai vécu tout à fait directement en Grèce, avec un secteur de la gauche radicale, des militants révolutionnaires sincères, dans Antarcia, qui étaient persuadés qu'il ne fallait pas faire l'effort d'analyser les dettes parce que le peuple grec était convaincu qu'il fallait les annuler purement et simplement, et donc il n'y a pas de bataille à mener, sauf de dire annulation de la dette. Et il y avait eu ça aussi en Argentine, et c'est encore en cours en Argentine, aujourd'hui dans le débat dans la gauche révolutionnaire argentine. Eh bien, pour moi, c'est clair qu'il faut parler de annulation des dettes publiques, mais dans une bataille où on audite avec participation citoyenne celle-ci et on fait la démonstration qu'il faut les annuler. Et donc là, on n'est pas exactement... Je connais l'histoire aussi de la rédaction du programme du Parti socialiste de France ou français à laquelle Karl Marx a participé avant son décès, où il y a dans le programme annulation, abolition de la dette publique, purement et simplement. Mais on était dans un contexte là où c'était absolument très clair que c'était les bourgeois rentiers qui avaient titre de la dette publique, et la propagande par rapport dans la classe ouvrière en France pour dire c'est une affaire de rentiers, il n'y avait pas une grande bataille à mener. Mais aujourd'hui, face aux arguments qui disent il y a de l'argent des fonds de pension, du système des retraites qui est en jeu, et si vous annulez la dette publique, ça va faire mal, y compris aux travailleurs, il faut y répondre. Il faut démontrer que c'est parfaitement possible d'annuler tout en protégeant les travailleurs et leur système de retraite, mais il faut faire la démonstration et pas penser qu'on peut se passer de cette démonstration. Il y a un autre aspect qui me paraît très important quand on parle des dettes, c'est la question des dettes privées. Là, l'endettement privé des ménages des classes populaires a explosé au cours des dernières décennies. Ça ne touche pas tous les salariés, tous les opprimés, mais les secteurs à revenus les plus bas et les situations les plus précaires, si ont connu une augmentation de l'endettement qui leur pose des problèmes. Bon, je suppose que vous avez vu, comme moi, les reportages avec les gilets jaunes, le poids des dettes dans beaucoup de gilets jaunes occupant des ronds-points. Et ça fait partie de leurs préoccupations. Donc avoir, comme révolutionnaire, des propositions sur la question des dettes des ménages des classes populaires, c'est extrêmement important. Corbyn l'avait compris sur la question des dettes étudiantes, c'était un élément clé de son programme du manifeste du Labour. Sanders l'a compris aussi, c'est un des éléments de son programme. Et c'est comme ça d'ailleurs que Corbyn et Sanders ont eu un appui fort important dans une partie de la jeunesse au moment où ils étaient en pointe dans leur campagne. Donc la question des dettes étudiantes, qui pèse moins en France que dans les pays anglo-saxons vu
la manière dont les réformes néolibérales se sont appliquées de manière différente. Il y a aussi la question des dettes hypothécaires, qui touchent dans une série de pays européens très fortement les ménages des classes populaires, en Espagne, en Grèce, en Irlande. Donc il faut aussi, bien sûr, quand je mentionne ça, à partir d'une analyse concrète, d'une situation concrète. Donc le poids des dettes privées. Alors on en vient à la question des banques, socialisation des banques. Là, je suis totalement d'accord avec Rémi sur qu'il faut absolument parler de... Si vous voulez, pour dire les choses clairement, il faut exclure les capitalistes des activités de la banque et des assurances. Ils doivent être exclus. Donc, ils doivent être expropriés sans indemnité. Je suis pour aller plus loin, parce que la situation des bilans bancaires est très grave. Les montants de leurs dettes, etc. Et donc, parler de récupérer, après expropriation des banques, le coût de leur assainissement sur le patrimoine global des grands actionnaires est pour moi une proposition avancée. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. En fait, depuis la fin du 19e siècle, en France, il y a la responsabilité limitée de l'investisseur. Et donc, il ne risque que ce qu'il a dans l'entreprise, alors qu'il peut avoir un patrimoine global absolument énorme. Et il est arrivé par la législation, cet investisseur, ce grand actionnaire, il ne risque de perdre qu'une partie très limitée de son patrimoine, et c'est pour ça qu'il va le distribuer, qu'il va avoir un portefeuille réparti sur des tas de choses différentes, y compris de la dette publique, parce que là, il y a la garantie de l'État, et donc il va avoir un rendement global. Bon. Et donc, parler de mesures sur le patrimoine global et faire sauter le verrou de la responsabilité limitée jusqu'à un certain niveau, parce qu'il faut garantir aux petits, évidemment qu'on ne va pas aller leur prendre leur maison et leur peu de choses alors qu'ils ont une micro-entreprise qui tombe en faillite. Et le grand capital, lui, utilise la situation des petits pour justifier ses privilèges d'être protégés dans leurs investissements. Il faut mener bataille là-dessus aussi. Il faut avoir un discours. Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit en France, en Belgique, etc., il faut réussir à montrer très concrètement au peuple ce que c'est les riches, comment ils fonctionnent, comment ils garantissent leurs revenus et qu'ils arrivent à augmenter leur patrimoine de manière permanente. Et bien sûr, leur accès et leur proximité au pouvoir. Donc je suis pour la socialisation, l'expropriation des banques, la création d'un service public de la banque et des assurances sous contrôle citoyen, et donc de combiner trois mécanismes de contrôle: les travailleurs du service public de la banque et des assurances, les usagers et les élus de la nation et les élus locaux, et d'avoir un système c'est pour ça que je pense qu'il ne faut plus, on est beaucoup, et je suis très content que Rémi mette socialisation et pas nationalisation ou étatisation. Il faut faire passer l'idée qu'il y aura donc un contrôle de la société, c'est-à-dire des citoyens, des citoyennes organisées, dont la majorité c'est les classes populaires, qui interviendront directement dans le contrôle du système bancaire socialisé. Et il faut expliquer qu'on va exploser ces grands bâtiments de Natixis, du Crédit Agricole, de BNP Paribas, etc. On va faire atterrir dans un nouveau service public les services bancaires sur tout le territoire national,
dans tous les villages, dans tous les hameaux, avec un contact direct avec de l'emploi créé pour que les travailleurs du service public, de la banque et de l'assurance soient en contact avec les citoyens et les citoyennes qui pourront y déposer leur épargne s'ils ont la chance d'en avoir, qui pourront aussi réfléchir à l'utilisation de leur épargne dans des circuits courts. Donc on a fait là-dessus, j'ai travaillé beaucoup, tant dans l'analyse, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Bancocratie, j'espère qu'il est à votre disposition, et j'ai travaillé avec mon camarade Patrick Saurin, qui était jusqu'il y a peu un dirigeant du syndicat Sud à BPCE, sur développer exactement ce que pourrait être un service public de la banque et des assurances. Et on a travaillé, y compris là-dessus, avec Michel Husson pour expliquer comment pourrait fonctionner un secteur bancaire socialisé au niveau local, combiné alors à des agences nationales de financement de grands projets, c'est-à-dire fermeture des centrales nucléaires, redéploiement du réseau ferroviaire interurbain et rural, qui implique là des grands investissements. Et là, ce n'est pas l'agence locale bancaire avec l'épargne du déposant qui peut rentrer dans la logique d'une véritable planification qui implique des investissements sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Parce que sortir du tout à l'autoroute, redéployer le secteur ferroviaire, fermer les centrales nucléaires, investir à fond dans les énergies renouvelables, c'est des programmes d'investissement absolument considérables qui doivent pouvoir être gérés par des organes de l'État, là aussi sous contrôle citoyen, c'est-à-dire qu'on doit pouvoir proposer des grandes options, des grands choix. On peut passer par la forme référendaire, après avoir proposé et débattu de comment on sort du nucléaire, comment on redéploie le réseau ferroviaire, et on peut se prononcer sur différentes options de manière démocratique. Et puis, donc ça c'est de la planification avec participation citoyenne. Je pense que dans cette crise, je ne sais pas combien il me reste, j'espère qu'il me reste quelques minutes, 5 minutes. Je pense qu'il faut mettre vraiment de manière offensive la question de l'expropriation. Ah, pardon, je vais répondre aux camarades qui m'interpellaient hier sur les bancs. Figure-toi qu'un des premiers décrets, je peux t'envoyer les coordonnées des bolcheviks, c'est l'expropriation des banques. C'est décembre 1917. Ça faisait partie du programme bolchevique, et dans les premiers décrets pris par le pouvoir bolchevique, il y a l'expropriation des banques. Et ce qui a permis immédiatement l'annulation des dettes des paysans à l'égard des banques. L'expropriation des banques, ça résout aussi ce que je dis par rapport aux dettes privées. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on exproprie les banques, on retravaille, on les assainit, on retravaille leur portefeuille de crédit, et on annule tous les crédits illégitimes qu'ils réclament aux classes populaires. Alors pour moi, très important, la question du Big Pharma, Sanofi, toutes ces grosses boîtes pharmaceutiques. Ça a à voir d'ailleurs, quand j'ai dit on n'est pas dans un retour où on est au keynésianisme, c'est ça qui est quand même impressionnant. Il n'y a pas l'ombre d'une mesure dirigiste de l'État à l'égard du Big Pharma, malgré le discours de Macron qui dit on a compris que la santé ça ne peut pas être sur le marché, etc. Il n'en fait rien, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis sous la pression pour le faire. Et tant que ces gens-là ne sont pas mis sous la pression d'un rapport de force, ils ne le feront pas. Et ces grandes entreprises pharmaceutiques garderont tout à fait le contrôle sur la recherche, sur la production, et comme c'est malheureusement bien souvent le cas, sur les prix qu'ils imposent aux consommateurs, y compris aux hôpitaux, etc., consommateurs de médicaments. Et là, il faut avancer à fond les réformes
anticapitaliste structurelle concernant le secteur de la santé, y compris dans tout ce qui est la recherche, la production de traitements de médicaments, et donc combiner toutes nos propositions sur tout ce qui concerne les structures hospitalières et de soins à tout ce qui est en amont la recherche, la production de traitements et de médicaments. Il y a bien sûr la question de l'expropriation du secteur de l'énergie si on veut lutter contre la crise écologique. Il y a la question dans cette crise du régime. Il faut faire des propositions offensives, il faut trouver les formules, je ne sais pas quelles sont les formules employées par le NPA, la France Insoumise parle de 6e République, processus constituant, mais qu'est-ce que le NPA, quelle est la formule que défend le NPA là-dessus? Mais il faut une proposition. On dénonce le régime, il faut une proposition de transformation de ce régime qui implique que le peuple soit dans même le processus de définition, de redéfinition du système politique en France, dans les autres pays d'Europe, etc. Donc pour moi, prendre position clairement sur des processus constituants, et d'ailleurs c'est en écho alors avec les revendications des Gilets jaunes, la question des référendums et tout ça, c'est tout à fait clé pour, y compris lié aux solutions apportées à la crise, montrer qu'on a un programme d'ensemble. Le programme d'ensemble, ce n'est pas simplement une série de mesures économiques fortes, c'est un ensemble de mesures où il y a chaque fois des dispositions émancipatrices et où les citoyens, le peuple, la classe ouvrière, les travailleurs, les travailleuses sont des acteurs et des actrices dans l'entreprise, dans le quartier, dans la société en général, dans le débat politique. C'est absolument fondamental. Bon, je m'arrête là. Merci beaucoup pour votre attention.